Amis écouteurs, bienvenue dans ce 12e épisode de Timelapse, consacré une fois encore à la planète Mars. Ces derniers mois, Mars est à l'honneur avec les missions d'exploration internationale. Le succès récent de l'atterrisseur Perseverance accentue cette quête et les nombreuses photos et relevés scientifiques seront peut-être à même de lever le voile sur une question essentielle: la vie sur Mars a-t-elle été possible dans le passé ? Car aujourd'hui, tout le monde s'accorde pour dire que Mars a été, à l'instar de la Terre, une planète avec des océans et avec une atmosphère dense. Il y a 3 milliards d'années, toutes les conditions ont été réunies pour que la vie se développe. Alors, combien de temps reste-t-il avant de révéler cette vie passée ? Car découvrir une vie fossile sur Mars, c'est remettre en cause le caractère dogmatique de la place de l'homme et de la Terre comme unique système planétaire ayant engendré la vie dans l'univers tout entier. La vie est-elle banale dans l'univers ? Nombre de scientifiques ont déjà franchi ce pas, mais la preuve reste à fournir à ce jour. Amis écouteurs, je vous propose dans les quelques minutes à venir une réflexion vers cette nouvelle frontière qu'est la planète Mars. Citons Carl Sagan, grand scientifique et astronome disparu en 1996, vous savez, l'auteur de l'excellente série de vulgarisation Cosmos, ou encore l'auteur du non moins célèbre livre Contact, mis à l'écran par Robert Zemeckis avec l'actrice Jodie Foster. On doit à Carl Sagan toute une nouvelle branche de la recherche scientifique, l'exobiologie, c'est-à-dire la recherche de la vie ailleurs que sur Terre. Pour le citer, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Voilà résumé en ces quelques mots toute l'aventure humaine. Quand on cherche, on trouve, et si on ne trouve pas, eh bien, on cherche encore et encore. Car ne pas trouver ne signifie pas forcément la non-existence, et là est tout le dilemme. Car il n'y a que deux manières de réfuter l'absence de vie sur Mars, c'est de passer toute la planète au peigne fin, comme l'a fait Mel Brooks en prenant cette expression au pied de la lettre dans son film déjanté « La folle histoire de l'espace ». Et la deuxième manière de réfuter l'absence de vie, c'est tout simplement d'en trouver. Mais quels sont les éléments indispensables à la vie ? C'est une vaste question à même d'engager de vives et intenses discussions entre les scientifiques eux-mêmes, mais ceux-ci s'entendent quand même sur le fait que sans eau, il ne peut y avoir de vie. C'est un postulat de départ, et celui-ci est basé sur notre histoire même, car c'est ce qui a prévalu sur Terre. Relions donc la recherche de la vie extraterrestre à la découverte d'eau. Et sur Mars, de l'eau, il y en a eu en quantité au tout début de la formation du système solaire. D'ailleurs, aujourd'hui encore, il reste une grande quantité d'eau, mais à l'état de glace. C'est là que se trouve la clé de la recherche de la vie. On cherche de l'eau, mais de l'eau liquide. Rappelons-nous nos cours de l'école primaire. L'eau existe sous 3 états: solide, liquide, gazeux. Pour le plus grand nombre d'entre nous, c'est la température qui permet de passer d'un état à l'autre. L'eau fond à 0 degrés Celsius et bout à 100 degrés Celsius. Et pourtant nous nous trompons, car un autre paramètre essentiel intervient dans ces changements d'état physique, c'est la pression. Quand on y pense, on expérimente ce couple pression-température tous les jours sans y penser. Une cuisson dans une cocotte minute nous rappelle que la pression va jouer un rôle important en élevant la température du point d'ébullition de l'eau à plus de 120 degrés. Les aliments cuisent ainsi à une température bien plus élevée et cela va permettre de réduire considérablement le temps de cuisson. De même, en haut de l'Everest, l'eau ne bout qu'à une température de 72 degrés. Essayez la prochaine fois que vous tenterez l'ascension de l'Everest de cuire des pâtes, vous constaterez que le temps de cuisson s'allonge considérablement. Nous y sommes. Sur Mars, la faible atmosphère indique une pression basse en surface. Comptez 0,6% de la pression terrestre. Ainsi, l'eau liquide ne peut exister en surface et l'eau glacée se sublime immédiatement et passe donc à l'état gazeux, à vapeur d'eau. Il ne peut y avoir d'eau liquide à cette pression à la surface de Mars aujourd'hui, et la température de la planète, oscillant entre moins 80 degrés et 4 degrés, n'y peut rien changer. Si l'eau a coulé dans le passé, c'est qu'il y avait forcément plus de pression, et donc une atmosphère plus importante. Mais que s'est-il passé ?
Eh bien, la faible gravité liée à la faible taille de la planète n'a pas permis de conserver complètement son atmosphère et celle-ci s'est libérée de l'attraction gravitationnelle de Mars en s'échappant dans l'espace. Moins d'atmosphère, donc moins de pression, et les conditions permettant l'eau liquide en surface n'ont plus été respectées. Ainsi, l'eau s'est retrouvée soit prisonnière de roches sous la surface, soit s'est mise à geler sous forme de calottes glaciaires. L'eau liquide a disparu de la surface et avec les chances d'évolution de la vie. Ce scénario, bien que simpliste, résume globalement bien le mécanisme de disparition de l'eau liquide à la surface de Mars. Du moins, c'est ce que pensent les scientifiques aujourd'hui. Mais sous Mars, dans les profondeurs de la planète, c'est une autre histoire. Mars, la planète rouge, ou plutôt la planète rouillée. Car oui, cette couleur visible à l'œil nu depuis la Terre même nous rappelle que cette planète a été rouillée par les vents humides et l'eau qui a coulé à grands flots dans son passé. La vie a commencé sur Terre vers moins 3,4 milliards d'années. Si la vie sur Mars a débuté vers la même période, a-t-elle eu le temps de se manifester avant que la surface de la planète ne devienne trop hostile? Que peut-on espérer trouver aujourd'hui? Une vie active dans le sous-sol? Une vie dormante ou encore une vie fossile? En surface, ce qui est sûr, c'est qu'on ne trouvera rien. Les conditions très dures en rayon des radiations ultraviolettes non filtrées par l'atmosphère, les températures extrêmes et des perchlorates ne laissent que peu de chance à une forme de vie même primitive. La vie reste plus probable en sous-sol. Le billard cosmique peut nous jouer parfois des tours. En 1996, on découvre dans une météorite martienne une structure pouvant s'interpréter comme un fossile de vers microscopique. La communauté scientifique s'emballe, la presse aussi malheureusement, mais aucune preuve définitive ne permet de trancher clairement sur cette empreinte fossilisée. Or, comme aiment à le rappeler les zététiciens, les adeptes de la pensée critique, des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Les futures missions martiennes seront peut-être à même de nous apporter ces preuves tant attendues. Il faut dire que la planète Mars a été de loin l'astre le plus exploré de notre système solaire. Plus d'une trentaine de missions avec plus ou moins de réussite. Le taux d'échec est l'un des plus élevés, autour de 50%, mais ce pourcentage s'améliore avec les réussites de ces toutes dernières années. Le premier objet à atteindre Mars est la sonde russe Mars 2 en novembre 1971. Elle s'écrase, mais l'objectif principal est atteint, arriver sur Mars. Leur deuxième sonde, Mars 3, tombe en panne un mois plus tard, au bout de 2 minutes seulement sur le sol martien. Ce seront les Américains avec leur mission Viking 1 et 2, atterrissant en 1976, qui rapporteront une véritable moisson de connaissances scientifiques sur la planète. Les deux sondes resteront actives plus de 5 années. En 1988, les Russes tentent de rejoindre Phobos, l'un des satellites de Mars, avec 2 sondes qui échouent toutes les deux une fois encore. En 1996, une nouvelle mission Mars 96 tente de rejoindre la planète, mais une défaillance au décollage du lanceur Proton met un terme subit et définitif à ce projet. Il ne faut pas oublier que 10 années de travail peuvent partir en fumée si le lancement échoue. Dans tout projet spatial, un moment critique est le lancement de la sonde, et si l'homme réussit de mieux en mieux cette étape, il n'en faut pas moins oublier sa difficulté et sa dangerosité. Le 0% risque n'existe pas, ni dans ce domaine, ni dans aucun autre d'ailleurs. La mission de la NASA Mars Pathfinder avec le premier rover Sojourner est un véritable succès en 1997. S'ensuit d'autres missions échouant, comme Mars Polar Lander en 1999, Mars Climate Orbiter la même année. Côté européen, la mission Mars Express est aussi un échec en 2003. Mission d'autant plus frustrante que l'atterrissage sur le sol martien réussit. On a retrouvé la sonde posée correctement en 2014. Mais la défaillance porte sur le système de communication, occulté malencontreusement par ses panneaux solaires. Les Américains reviennent à la charge avec 2 rovers célèbres en 2004,
Opportunity et Spirit. Ceux-ci ont fonctionné pendant une dizaine d'années et ont permis de mieux connaître l'histoire géologique de Mars. Enfin, pour finir ce tour d'horizon rapide des missions martiennes, le 6 août 2012, le rover Curiosity de quasi 1 tonne se pose sur le sol martien après 7 minutes de freinage à haut risque. 10 années plus tard, celui-ci continue de nous émerveiller devant les paysages martiens qu'il découvre. Curiosity a le record du selfie le plus cher au monde, 2 milliards de dollars. Depuis février 2021, un autre rover Perseverance est venu lui aussi fouler le sol martien avec une couverture médiatique exceptionnelle. D'autres pays se lancent aujourd'hui dans cette course et la Chine, les Émirats arabes unis ou encore l'Inde n'ont pas dit leur dernier mot. Faisons maintenant un peu de marsographie, c'est-à-dire de la géographie, mais sur Mars. Mars n'est pas grande, à peine plus grande que la Lune, c'est-à-dire 2 fois moins grosse que la Terre. C'est la raison de sa faible gravité, 38% de celle de notre planète. Ainsi, si vous pesez 70 kg sur Terre, vous n'en faites que 27 sur Mars. Mars a 2 petits satellites découverts par Asaph Hall en 1877, Phobos et Deimos, qui en grec signifient « peur et terreur ». Leurs noms sont inspirés d'un passage de l'Iliade. Les hypothèses concernant leurs origines sont encore controversées. La plus simple n'est aujourd'hui plus d'actualité. Elle supposait que les 2 satellites étaient des astéroïdes de la ceinture d'astéroïdes, juste après Mars, qui avaient été capturés par la planète. Les scientifiques penchent plutôt aujourd'hui pour une hypothèse cataclysmique, à l'instar de celle de la création de la Lune avec la Terre. Un astre important aurait percuté Mars de plein fouet et les débris se seraient agrégés pour former les 2 satellites, le reste retombant sur la planète Mars. Le débat reste ouvert, mais cette hypothèse de l'origine de Phobos et Deimos permettrait de répondre à 2 questions en suspens. Tout d'abord, l'inclinaison de la planète sur son axe de rotation de 25 degrés. Par comparaison, c'est à peine plus que l'inclinaison de la Terre de 23 degrés. C'est ce qui engendre d'ailleurs des saisons sur Mars comme sur Terre. Et un hémisphère sud dont l'altitude moyenne est de 5000 mètres plus haut que celui de l'hémisphère nord. Et cela s'expliquerait par le choc avec un énorme planétoïde il y a plus de 3,6 milliards d'années, décalant tout un hémisphère de la planète par rapport à l'autre. D'ailleurs, l'altitude de référence sur une planète a un nom, le datum. Sur la Terre, il s'agit du niveau de la mer, altitude 0. Mais sur Mars, comment le repérer? Vaste question puisqu'on ne peut se référer au niveau de la mer. Si sur Terre, les altitudes vont de moins 13 km, la fosse des Mariannes, à 8810 mètres avec l'Everest, sur Mars, les variations d'altitude sont bien plus importantes encore en raison de la faible gravité. Le point le plus bas se trouve à moins 8000 mètres par rapport au datum, et le sommet culminant se trouve à plus de 25 km de haut. Il s'agit d'un volcan à qui les hommes ont donné un nom plutôt bien senti, Olympus Mons, le mont Olympe. Et il faut dire que ce volcan est gigantesque, 25 000 mètres de haut et surtout une base de plus de 700 km. La France tiendrait tout entière sur la base de ce volcan. Et Mars propose aussi un autre site touristique exceptionnel, la vallée Marineris, appelée encore le Grand Canyon martien. Aucune comparaison n'est possible avec le Grand Canyon américain, et pour cause. 5000 mètres de profondeur, 4000 km de long, une largeur moyenne de 600 km. C'est une véritable cicatrice sur la surface martienne. Ce sont les États-Unis d'Amérique que l'on peut quasiment faire tenir dans ce canyon. Mars, une petite planète au gigantesque relief. Ce qui est impressionnant quand on compare la Terre et Mars, ce sont certaines similitudes. Tenez, nous avons vu que l'inclinaison de Mars sur son axe de rotation est de 25 degrés, pour 23 degrés pour la Terre. D'ailleurs, puisque nous parlons de rotation, Mars effectue un tour sur elle-même en 24 heures et 39 minutes. Le jour martien dure donc à peine plus que le jour terrestre. On appelle le jour martien un sol.
L'année martienne dure évidemment plus longtemps puisque l'orbite de la planète est plus éloignée du Soleil que la Terre. Mars met 687 jours terrestres ou 669 seuls pour accomplir sa révolution autour du Soleil. Et cet écart de temps perturbe les interactions entre les deux planètes. Lorsque les planètes sont au plus proches l'une de l'autre, il ne faut que 3 minutes à un signal radio pour les relier. En revanche, le signal peut prendre une vingtaine de minutes lorsque les astres sont éloignés l'un de l'autre. Ce décalage temporel implique qu'il est impossible de communiquer avec une mission martienne, comme les rovers, en temps réel. Les atterrissages et autres actions doivent être programmés en amont. C'est d'ailleurs ce que fait une équipe du CNES, le Centre national d'études spatiales, à Toulouse, qui pilote le rover Curiosity depuis maintenant bientôt 10 ans. Pour la petite histoire, cette équipe, au FIMOC à Toulouse, se retrouve à travailler avec le jour martien, mais sur Terre. Pour être synchronisé avec le robot martien, il faut respecter le jour martien. Ainsi, les chercheurs de cette équipe travaillent avec comme référence les 24 heures et 39 minutes du sol. Chaque jour, il se crée donc un décalage de 39 minutes, ce qui est par ailleurs assez inconfortable pour les chercheurs qui doivent sans cesse être en contact avec le rover sur Mars d'une part et le centre de commandement au JPL en Californie avec 10 heures de décalage horaire d'autre part. Nos scientifiques toulousains doivent donc composer entre un rythme martien qui s'allonge chaque jour de 39 minutes et des réunions à l'autre bout de la planète en décalage horaire. Au bout de 3 semaines, nos pauvres chercheurs sont complètement déphasés et une autre équipe, en Allemagne cette fois, prend le relais. Et ceci depuis 10 ans. L'arrivée du nouveau rover Perseverance porte bien son nom. Il va en falloir de la persévérance pour attaquer cette nouvelle mission avec des contraintes similaires. L'orbite proche de la Terre est conquise. Mars est la nouvelle frontière de l'humanité. 2 grands défis s'offrent à nous aujourd'hui. Rejoindre la planète Mars sain et sauf et rendre celle-ci habitable à court terme puis à long terme. Je vous propose dans le prochain épisode de Timelapse de nous interroger sur la possibilité de la terraformation de Mars, c'est-à-dire de la possibilité ou non de transformer Mars afin de lui faire retrouver une atmosphère respirable par l'homme. Défi technologique ou utopique? Nous verrons le mois prochain que de nouveaux projets plus ou moins sérieux sont à l'étude et nous nous questionnerons sur la pertinence de coloniser une planète désertique, rouillée et inamicale, alors que nous avons sous nos pieds une planète unique par sa richesse et sa diversité. L'homme ne serait-il pas éternel insatisfait, qui désire toujours plus? Serait-il frappé de pléonexie? Amis écouteurs, je vous dis au mois prochain.